Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est penché sur les récents développements de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, marquée par des attaques de forces spéciales rwandaises contre la population. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a rappelé le fait que ces attaques violent les dispositions de la résolution 27 de 73 des Nations Unies, les détails dans ces journaux. Et puis ces messages de fermeté portés par le gouvernement congolais, la République démocratique du Congo ne capitulera jamais, elle continuera à se battre pour sa souveraineté et ne négociera jamais sous la menace des armes. Le gouvernement de la RDC, à travers le ministre d'État, ministre de la Justice, a interpellé les chefs des missions diplomatiques sur leurs responsabilités à suivre dans ces journaux. Bienvenue à ce journal. La réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, séance sur la République démocratique du Congo, présidée par la Slovénie, a permis à la République démocratique du Congo et à d'autres pays de partager la situation sécuritaire d'Ouvira. Il dénonce les violations de la résolution 2773. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba Wagner, a insisté sur les attaques contre les civils qui se poursuivent et l'aide humanitaire est entravée par les forces rwandaises, nous dit Joseph Oscar Mbal Kaïj. Nouvelle session du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Les différents pays membres ont presque tous condamné l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda, ainsi que des attaques à répétition sur les sols burundais. Des attaques qualifiées d'irresponsables contre le Burundi avec des bombes qui sont tombées à Chibitoke, à Bujumbura, a noté les représentants du président Évariste Ndayishimiye. Le Burundi souhaiterait informer cet auguste conseil qu'il a pris très au sérieux le message des bombes envoyées à partir du Rwanda le 4 décembre sur le sol burundais. Dans la commune de Chibitoke, nous considérons cet acte comme une provocation grave et une manifestation. Je tiens à être clair, la retenue a des limites. Si ces attaques irresponsables devaient se poursuivre, il deviendrait extrêmement difficile d'éviter une escalade directe entre nos deux pays. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner, a condamné la violation des engagements pris au lendemain de l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre 2025. La voie diplomatique pour laquelle la République démocratique du Congo a souscrit n'est pas un aveu de faiblesse, moins encore de fragilité. Il n'est pas acceptable qu'un accord solennel soit ainsi recusé dès le lendemain par ceux qui s'y étaient engagés. Ces actes remettent en cause la dynamique née à Washington et confirment ce que le rapport du secrétaire général souligne. Le cessez-le-feu exigé par la résolution 2773 n'est pas appliqué. Les attaques contre les civils persistent. L'accès humanitaire est entravé et la situation continue de se détériorer malgré les efforts diplomatiques. Excellence, la République démocratique du Congo a volontairement choisi la voie de la diplomatie. Ce choix n'est ni une concession ni un signe de fragilité. Il reflète notre sens des responsabilités et notre foi en des mécanismes multilatéraux qui, s'ils sont pleinement assumés, peuvent encore ramener la paix. Nous avons fait ce choix parce que nous croyons en l'engagement des États-Unis, facilitateur principal du processus de Washington, en la constance de l'État du Qatar, garant du processus de Doha, et en la valeur normative du processus de Luanda, dont les principes continuent de guider l'action de l'Union africaine, désormais conduite par la République togolaise. La RDC a agi de bonne foi, la RDC continue d'agir avec bonne foi. La diplomatie n'est pas pour nous un choix par défaut, elle est l'expression de notre responsabilité d'État et de notre respect du droit international. La crédibilité du Conseil de sécurité des Nations Unies est mise à rude épreuve. Thérèse Kaikwamba en appelle donc à l'application
de la résolution 2773. Thérèse Kaikwamba Wagner a également souscrit à un mandat plus robuste de la MONUSCO, puisque la question figurait à l'agenda lors de cette session du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'en parlais dans les titres. La République démocratique du Congo ne capitulera jamais. Elle continuera à se battre pour sa souveraineté et ne négociera jamais sous la menace des armes. C'est le message porté par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, l'a dit au chef des missions diplomatiques en poste à Kinshasa au cours d'une séance de travail. Le compte rendu avec Eridus Kitutu, Gaëtan Magalano, Camille Djoké et Chikobi Ponda. Le Rwanda et le groupe armé M23 AFC ont lancé de nouvelles attaques coordonnées. Au lieu de cesser les hostilités, ils les ont intensifiées, renforcé leurs forces, violant ainsi la souveraineté congolaise de la manière la plus flagrante. Kinshasa hausse le ton et dénonce cette énième violation du territoire congolais par le Rwanda sous couvert de l'AFC M23. Face à cette situation, le gouvernement congolais a une position claire et responsable. Nous ne capitulerons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les forces alliées, se réorganisent et se repositionnent pour défendre l'intégrité du territoire. La bataille pour Uvira et le Sud Kivu n'est pas terminée. Violation de l'accord du 4 décembre dernier signé aux USA. Tragédie humanitaire avec de milliers de familles jetées sur le route de l'exode. Le ministre d'État en charge de la justice précise au corps diplomatique accréditant à RDC. Nous tenons le Rwanda et ses dirigeants pleinement responsables de cette agression. Les preuves de son implication directe sont accablantes. Ce n'est plus une question d'allégation, puisque le président Kagame lui-même a dit que cette partie du territoire était entre ses mains. Donc il réaffirme sa responsabilité personnelle. C'est pourquoi aujourd'hui, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Passer du constat à l'action. Condamner clairement et sans équivoque l'agression rwandaise et l'occupation d'Uvira. Exiger le retrait immédiat et vérifiable des forces du M23 et rwandaises du territoire congolais. Une rencontre qui intervient un jour après la 4e réunion restreinte du gouvernement présidée par le président Félix Tshisekedi sur l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Dans un compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, le chef de l'État a appelé à la responsabilité et à la vigilance de toutes les institutions face à cette énième provocation du Rwanda. Dans un communiqué, le gouvernement congolais a exprimé sa solidarité et compassion aux populations victimes, notamment celles d'Uvira. Justement, en rapport avec la situation actuelle dans la partie est de la République démocratique du Congo, la diaspora congolaise vivant au Canada condamne l'agression de la RDC par le Rwanda et elle soutient les actions du chef de l'État, Pierre Mbuyu Saïdi. La situation sécuritaire et l'escalade de violence qui se vivent présentement dans la partie est du pays, avec une série d'agressions aux grandes conséquences socio-humanitaires, préoccupe à un plus haut point nos compatriotes disséminés dans les 4 coins du monde en général et celle de la diaspora congolaise vivant au Canada en particulier, avec à leur tête Léon-Éric Kabambi, les facilitateurs des investisseurs canadiens en République démocratique du Congo. Dans la cristallisation de cette vision de haute portée patriotique, ces Congolais, venus de toutes les grandes villes canadiennes, dont Montréal, Ottawa, Winnipeg, Vancouver, Toronto pour ne citer que celles-là, ces Congolais ont tous convergé vers Washington aux États-Unis d'Amérique pour soutenir les efforts diplomatiques déployés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et surtout assister à la grande cérémonie de la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, et ce, en présence du président américain. Sur place, jouant leur partition nationaliste dans la quête des voies et moyens de concrétiser les axes phares du dit accord, Léon-Éric Kabambi et les autres compatriotes vivant dans les continents américains ont pris langue avec certaines autorités politico-administratives congolaises présentes à Washington, parmi lesquelles les présidents de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux Nations Unies, Zenon Mukongo. Belle opportunité pour eux de soumettre à l'appréciation de toutes ces autorités
à même d'être appliqués et calqués sur les réalités sociales congolaises. Caressant le vœu de voir nos léopards participer à la prochaine Coupe du Monde de football qui se jouera simultanément aux États-Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada, ces Congolais ont participé à la cérémonie du tirage au sort de cette compétition mondiale à Washington. Et puis la Ligue des femmes de l'UDPS monte au créneau pour dire non à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Elle condamne également les tueries de la population civile, propos recueillis par Alain Bikaï. Après près de 3 décennies où l'Est de la République démocratique du Congo est plongé dans la guerre, nous imposée injustement par l'armée rwandaise et ses supplétifs M23-AFC, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par son leadership éclairé, ses efforts diplomatiques inlassables et sa détermination à offrir à la nation, particulièrement à la population de l'Est de la République démocratique du Congo, une paix pérenne, nous a amené à la signature de l'accord de paix de Washington. Nous, femmes de la République démocratique du Congo, condamnons avec dernière énergie la violation de l'accord de Washington dont fait montre le M23, soutenu par le Rwanda au lendemain de la signature des engagements pris, et sollicitons l'implication immédiate des USA pour faire respecter ces derniers. Par ailleurs, la Ligue des femmes monte au créneau pour soutenir d'une manière indéfectible la tenue du congrès extraordinaire initié par la haute autorité de référence du parti, un rendez-vous qui nous est majeur et irréversible. À cet effet, la Ligue des femmes s'oppose à toute manœuvre gélatoire visant à perturber la tenue de ces dits congrès. Autre chose, parlons de la journée de l'emploi et de l'entrepreneuriat, occasion pour les directeurs généraux du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, Joseph Mbouyi, de sensibiliser la jeunesse sur les techniques de l'entrepreneuriat, nous dit Edith Chalakatala. Décontracté mais inspirant, Fonds spécial pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, FSPJ, Joseph Mbouyi Mukindi a tenu cette journée consacrée à l'emploi et à l'entrepreneuriat face aux étudiants de l'Université pédagogique nationale, une conférence organisée par la coordination estudiantine. Sous les thèmes « Oser pour transformer, bâtir une carrière utile, engagée et porteuse des changements », Joseph Mbouyi Mukindi, en sa qualité d'orateur principal, a démontré que « Oser pour transformer », c'est refuser la peur de l'échec, prendre des initiatives et croire en ses capacités. Mon appel était celui d'échanger avec les jeunes, leur demander de pouvoir savoir leur mission, leurs objectifs, ce qu'ils poursuivent à atteindre dans les 10 ans à venir. Et ça ne se limite pas là. Après avoir réfléchi sur ça, il faudrait définir ces objectifs pour y parvenir. Souligna aussi que la réussite dans l'entrepreneuriat requiert la détermination, l'intégrité et les compétences. Le directeur général du FSPJ a énuméré quelques étapes essentielles qui permettent de quitter la zone de confort et d'exceller réellement. Les étudiants ont eu l'occasion en cette journée de poser toutes les questions qui ont trouvé des réponses claires auprès de Joseph Mbouyi Mukindi. Un moment d'impact pour les étudiants qui ont salué l'apport de cet éveil de conscience dans la vie future des jeunes. Le FSPJ est l'instrument technique du gouvernement dédié à la promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes en RDC. Et en nouvelle initialement prévue pour les samedis 13 décembre 2025 au Centre culturel et artistique de l'Afrique, la rencontre entre les opérateurs artisanaux congolais et les ministres de l'entrepreneuriat et développement petites et moyennes entreprises est reprogrammée à la semaine du 15 au 21 décembre 2025. La date précise leur sera communiquée incessamment le ministre des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Monango. Restons dans les secteurs de l'entrepreneuriat avec la 7e édition du Salon de l'étudiante entrepreneur congolaise.
Le salon de l'étudiante entrepreneur congolaise a ouvert ses portes au Collège de hautes études à Kinshasa ce vendredi 5 décembre 2025 pour la deuxième édition avec les incubateurs Pull-Up Business Women. Organisé par la Fédération des entreprises du Congo à travers la Commission nationale femmes entrepreneurs que dirige Espérance Belaou, cette deuxième édition consiste à présenter les opportunités stratégiques de l'entrepreneuriat en milieu universitaire confronté à des défis sanitaires et sociaux. Placé sous le thème « La santé au cœur de l'entrepreneuriat », ce salon de l'étudiante entrepreneur met en lumière les opportunités dans le domaine comme la nutrition, la technologie, l'économie numérique. Les mandats, c'est quelque chose de très important, la confiance en soi. Soyez sûr de ce que vous faites. Vous allez tomber aujourd'hui. L'entrepreneuriat n'est pas simple. Si on commence à parler de ça, on va dormir ici. Donc vous voyez, Véronique, non, peut-être que vous n'aurez pas pu la voir. Mais quand elle sort là, dites-moi, madame, comment vous faites? Prenez ces zones positives pour votre vie. Un concours sera organisé dans cette deuxième édition pour le prix de la meilleure idée et récompensera le meilleur projet. Soutien à l'équipe nationale de football, le membre de la société civile et de la Fédération congolaise de football association, FECOFA, se sont réunis à ce sujet. Suivez cela en images et commentaires. Dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat conclu il y a quelques années entre la République démocratique du Congo et la République française visant à développer les secteurs sportifs en RDC, une délégation de l'Agence française de développement, conduite par son directeur Hervé Conan, a échangé ces jours avec la présidente du comité de normalisation de la FECOFA, Maître Belinda Luntadila, qui avait à ses côtés tous les membres de son comité. Leur échange a gravité autour de la construction d'un centre de performance et des métiers du sport qui sera érigé dans l'enceinte du centre technique Kouarampova dans la commune de Lansele. Cet ambitieux projet qui vise le développement et la promotion du sport congolais sera bénéfique pour l'ensemble des pratiquants du sport en République démocratique du Congo et particulièrement les léopards. Nous avons rencontré la présidente pour échanger autour de ce projet, regarder la manière dont on pourrait développer ce centre de performance des métiers du sport au bénéfice de l'ensemble des sports ici en RDC et en particulier du football, voir les synergies que l'on peut avoir dans le cadre d'un partenariat que nous avons également avec la FIFA, partenariat important que nous menons dans de nombreux pays et nous espérons que ce projet unique pour nous, l'AFD, puisse se mettre en œuvre dans les meilleurs délais en RDC. En bonne mère de famille, la présidente du CONOR s'est saisie de ces moments pour offrir quelques vareuses de léopards à ses hôtes, question de les inciter à soutenir la sélection nationale de la République démocratique du Congo qui abordera dans quelques jours la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025. Et puis cette célébration dans ce journal, 25 ans d'intervention humanitaire, l'assistance sociale et dans les systèmes de santé publique pour l'appui au développement en République démocratique du Congo, nous dit Rodé Panda. La problématique de la fragilité des santé publique, la malnutrition, avec la pauvreté à la base de tout, IMA World Health, une structure internationale, a joué un rôle important en collaboration avec Sanru et autres organisations humanitaires en RDC. Depuis l'an 2000, IMA œuvre en RDC pour apporter l'aide au développement. En 25 ans, ces interventions humanitaires, assistance sociale et dans les systèmes sanitaires ont impacté l'ensemble de la population congolaise. Au cours de la journée d'évaluation des actions de IMA en RDC, en présence du secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévention sociale, les exploits ont été mis en lumière. C'est donc un quart de siècle accompli par IMA avec succès dans la lutte contre la malnutrition, aux côtés du programme national de nutrition, la lutte contre le paludisme, avec la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides et beaucoup d'autres encore. 25 ans de travail dans le domaine du développement. Aujourd'hui, nous avons passé en revue les résultats que nous avons accomplis. Donc, ce que je retiens, c'est qu'on peut continuer à mettre à échelle ce qui marche et améliorer ce qui ne marche pas. Pour le secrétaire général qui a clôturé cette cérémonie, IMA a aidé la RDC à percer les obstacles sanitaires, surtout avec les projets de santé primaire. Mobiliser les ressources, nous sommes là pour vous accompagner en tant que l'État, pour que vous continuiez à aider la population au nom de
Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, je déclare close la cérémonie. Pour leurs contributions énormes dans le travail réalisé par IMA en RDC, le Dr Larry, le Dr Bill et tant d'autres ont reçu des trophées et certificats de reconnaissance et de mérite à l'occasion de la célébration de ces 25 ans d'anniversaire de IMA en RDC. Et dans le secteur de la santé, l'on parle des travaux de l'atelier sur la journée de lutte contre le paludisme. Autour des slogans « Stop aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles », partenaires autorités et jeunes engagés ont réaffirmé que ces violences ne sont pas une fatalité. Elles peuvent être prévenues et surtout dénoncées. L'UNICEF a rappelé que chaque acte de violence porte atteinte non seulement à une victime, mais à toute la société et qu'il est urgent de renforcer le mécanisme de protection de l'écoute et d'accompagnement. Au cours de cette rencontre, plusieurs témoignages, messages de sensibilisation et animations culturelles ont mis en lumière l'importance de briser le silence. Les participants ont insisté sur le rôle de la communauté, parents et éducateurs, leaders locaux et jeunes eux-mêmes, tous appelés à se mobiliser pour défendre le droit de femmes et promouvoir un environnement sûr et inclusif. Pour l'UNICEF, la fin des 16 jours d'activisme ne signifie pas la fin du combat. L'organisation réaffirme son engagement à travailler aux côtés du gouvernement et de partenaires afin que chaque fille, chaque femme puisse vivre sans violence, protégée et respectée. Une seule voix. Nous, au niveau de l'espace Toyokana, nous n'allons pas nous arrêter là-bas. Nous allons continuer notre combat de tous les jours. Puisque les droits humains disent, les droits humains, c'est l'essentiel des violences sexuelles. Un seul message continue à dénoncer et à agir, car protéger le droit. C'était là la clôture des 16 jours d'activisme dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Améliorer la qualité des soins de santé, renforcer les bonnes pratiques en matière d'assainissement. Un atelier a été organisé à ces sujets et ce dans le cadre du projet Promekin 2. Toto Céleste Sungu nous en parle à travers ses reportages. Les parties prenantes ont examiné les mécanismes et les moyens de renforcer la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Objectif, comparer les développements neurologiques et la sensibilité au paludisme chez les nourrissons nés de mères infectées ou non infectées par le paludisme au moment de l'accouchement. C'est là dans des zones d'endémique palustre, avec comme focus sur l'introduction de vaccins, la formation communautaire et le développement de nouvelles stratégies pour atteindre l'objectif de zéro palu. Toutes ces stratégies ont été élaborées pour déterminer des mesures de prévention du paludisme congénital. Nous sommes en train de construire un leadership en recherche médicale pour que les politiques de prise en charge dans notre pays, la RDC, soient construites sur les évidences scientifiques générées au pays. Et pour ça, le département de médecine tropicale s'engage pour mener les différentes activités sur différentes maladies. Et pour aujourd'hui, c'est le paludisme qui nous a réunis. Pour nous, le paludisme, c'est d'abord une maladie qui a été banalisée. Quand vous êtes dans la communauté, les gens ne pensent pas que les enfants sont en train de mourir du paludisme. Ils pensent à autre chose. Cet exercice auquel nous avons participé va nous aider à utiliser efficacement les différentes molécules qui sont disponibles au niveau du pays. Ça va aider le pays à renforcer les capacités des infirmiers et autres qui sont au premier plan, qui sont en contact avec les malades ou qui utilisent les médicaments tels que c'est prescrit. L'introduction des médicaments est un moyen pour l'élimination du paludisme. Cela en respectant le calendrier de routine pour réduire la mortalité infantile. Pour le programme de lutte nationale contre le paludisme et les experts internationaux en matière de la santé, la population ne devait pas prendre de médicaments avant d'arriver à l'hôpital. Autre chose, le budget exercice 2026 a été adopté par la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale. Les Congolais ont réagi à ces sujets au micro de nos reporters. Suivez. Améliorer l'hygiène hospitalière pour offrir des soins sûrs et de qualité, tel est l'objectif de l'atelier d'évaluation organisé avec l'appui financier du projet Promekin 2, axé sur la santé de la mère et de l'enfant.
Ces projets appuient 7 hôpitaux à Kinshasa et c'est à travers cet atelier que les activités menées sur le terrain ont été passées en revue. Professionnels de santé, responsables hospitaliers, experts en prévention des infections ont évalué les avancées, le défi et formulé également des recommandations concrètes. La coordonnatrice de l'hygiène et salubrité au ministère de la Santé, Isabelle Loum Isangou, a pris une part active aux échanges, insistant sur le respect des normes et la nécessité de renforcer les capacités du personnel. Merci d'abord Madame Isabelle pour les efforts qu'elle est en train de fournir pourvu que l'hygiène se retrouve soit en premier lieu dans nos milieux de soins, parce que l'hygiène c'est une pile dorsale qui permettra que lorsque les gens viennent à l'hôpital, ils ne soient pas affectés par des infections liées aux soins dans nos hôpitaux respectifs. Pour moi, c'est un réveil parce que j'ai été formée. Vous voyez, dans nos hôpitaux, la plupart des fois, ça devient comme une routine. Donc, dès que je rentre chez moi, je serai collé au médecin directeur. Nous allons redynamiser les comités d'hygiène. Et moi-même, étant donné point focal de la PCI, je vais recommencer sérieusement mon travail. En tout cas, merci à vous. Cet atelier marque une étape clé dans l'amélioration durable des conditions sanitaires dans les établissements soutenus par Promekin 2. C'était là l'atelier sur l'amélioration de la qualité de soins de santé et les renforcements de bonnes pratiques en matière d'assainissement. C'est un reportage de Toto Céleste Sungu. Revenons sur le budget exercice 2026 qui a été adopté par la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale. Les Congolais ont réagi à ces sujets au micro de nos reporters. Le budget de la République démocratique du Congo pour 2026 est évalué autour de 54 335 000 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 7,2% par rapport à l'exercice 2025. Et ce budget intègre effectivement les priorités du moment, c'est-à-dire la sécurité, les questions liées aux fonctionnaires de l'État, à toutes ces questions sociales et l'éducation de voter. Il répond non seulement à la vision du président de la République, mais également il répond au programme du gouvernement qui matérialise cette vision dont l'Assemblée nationale venait d'adopter à ce jour. Bien sûr, il y a eu quelques défaillances au niveau de la loi des finances 2025 dans l'exécution, parce que mon territoire, personnellement de Mwenga, n'avait pas bénéficié de ces fonds. Raison pour laquelle nous avons essayé de montrer quelques irrégularités que nous avons jugé bon de mettre à la disposition de la plénière. L'aéroport de Kavumu, il y avait plus de 5 millions qui étaient déjà décaissés depuis l'année 2024. Mais aujourd'hui, on retrouve encore les mêmes projets dans les projets de loi des finances 2026. Quant à moi, j'ai sollicité à l'Assemblée, à la plénière, qu'il y ait une commission d'enquête. La préservation de l'écologie, cette thématique était au centre d'une session de formation, nous dit Christine Lenzo. Il y a ce besoin de relier Kinshasa au Kivu par un couloir écologique de plus de 540 000 km² de forêt et de 60 000 km² de mangroves. Pour réussir cet immense défi géographique et humain, officialisé par un décret de janvier dernier, l'UNESCO mise sur une arme stratégique qui est la radio communautaire. Voilà qui explique cette formation en ligne de journalistes issus de 9 provinces cibles de la RDC dans les soucis de traduire les concepts climatiques complexes en langue locale pour qu'ils deviennent accessibles aux Congolais vivant dans les zones reculées. La RDC est dans un tournant où il se veut et il réitère son engagement dans la préservation de l'écologie mondiale, dans la préservation de l'écologie nationale, et cela face aux enjeux naturels, aux enjeux écologiques actuels dont tous nous connaissons et dont la RDC se veut d'être un pays solution. Pour l'UNESCO, la conservation ne doit pas rester un concept abstrait, d'où cette collaboration avec les médias de proximité en partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN et la Fédération des radios de proximité du Congo FRPC. La protection de l'environnement n'est pas une abstraction, mais la protection de l'environnement est une question de survie.
Au-delà de ces webinaires, il y a le souhait de faire des communautés locales premières actrices de la préservation de leur environnement dans leur travail. Ces journalistes sont les premiers à transformer leurs auditeurs en citoyens éco-responsables alignés sur les objectifs du développement durable. Et dans la province du Kasaï-Oriental, les travailleurs de la minière de Bakwanga, Miba, réclament leur salaire. Léon Omodo et Jeff Chiocha de la RTNC Mbujima, ils nous en disent un peu plus. Les travailleurs de la MIBA et leurs enfants ont pris d'assaut tôt le matin du mercredi 10 décembre 2025 les artères de la ville de Mbujima pour réclamer leur salaire impayé de 8 mois. Notre patience est arrivée au bout à lâcher un responsable pour donner les go à cette marche qui est partie de la paroisse Saint-Firmin en Bodine 4 dans la commune de la Kanchi en passant par le rond-point rectorat, hôpital Bonzola, clinique MIBA pour chuter au gouvernorat de province. Devant le gouverneur de province intérimaire, Dr Augustin Kayemba Moulemena, le président du collectif Enfants MIBA, Mayamba, qui a lu le mémorandum, a loué les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ont arraché la signature de l'accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda. C'était avant de formuler les revendications des travailleurs MIBA et leurs enfants. Aujourd'hui, les travailleurs de la MIBA comptent 8 mois d'arriérés, 8 mois sans salaire, 8 mois de survie, 8 mois d'humiliation silencieuse. En recevant ce mémorandum, le gouverneur de province intérimaire a félicité les travailleurs MIBA et leurs enfants qui ont réclamé pacifiquement leurs droits les plus légitimes et a promis de transmettre les documents au chef de l'État. Le chef de l'État ne préfère pas que la relance de la MIBA soit comme la MIBA fonctionnait par le passé, mais moderniser la gestion de la MIBA en associant d'autres partenaires. Et vous avez remis votre mémo que je prends en compte pour... Dans les secteurs des infrastructures et travaux publics, Eric Kabamba pour plus de précisions. L'année 2025 s'achève en beauté pour Aron Sefou SRL. Cette entreprise de génie civil vient de recevoir un diplôme de mérite décerné par le JTE MAG, le tout premier journal télévisé consacré aux entreprises des infrastructures en RDC. Les jurys a passé en revue la réalisation d'Aron Sefou sur les 3 dernières années. Travaux de réhabilitation des voiries, curage des caniveaux, lutte anti-érosive, autant d'actions concrètes saluées pour leur impact visible dans les communautés. Lors de la remise des diplômes, le président du jury a détaillé les critères qui ont motivé cette reconnaissance, mettant en avant la qualité d'exécution et le professionnalisme de l'entreprise. Nous vous décernons ces diplômes de mérite pour que vous fassiez encore plus dans ce que vous faites en République démocratique du Congo. Et nous espérons que vous allez continuer dans cette même lancée et produire de fruits dans ce que vous faites. Le secrétaire exécutif du JTE MAG, pour sa part, a insisté sur la régularité et la rigueur de l'entreprise dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État en matière de reconstruction. Le directeur général adjoint, recevant le prix au nom de l'entreprise, a exprimé toute la gratitude d'Aron Sefou, promettant de redoubler d'efforts pour aller encore plus loin. Nous sommes vraiment ravis et très flattés. Ça nous pousse à faire mieux et à continuer à garder le cap pour l'avenir. Une cérémonie conviviale entre reconnaissance et encouragement qui consacre Aron Sefou et Sarel comme un acteur clé du développement national. C'est la fin de ce journal de Miraïndé qui est réalisé par Junior Louye et Simon Kankolongo. J'irai Tofunje, Ruben Kumboué, Liévin Yoba était à la technique. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à 7h. Au revoir. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République